Marc Giguet, pardonnez-moi, président de l'Institut européen de l'innovation. Je pense que vous avez une petite présentation également à nous faire. Il est vrai que le monde bouge sans cesse, chacun doit trouver sa place dans la compétition internationale. Et qui dit compétition, évidemment, dit compétitivité. Alors, sur quels critères repose aujourd'hui la compétitivité des entreprises? Est-ce que la crise, Monsieur Giguet, vous allez nous le dire, a changé vraiment la donne en matière de hiérarchie des priorités? Je vous laisse vous installer et vous allez nous expliquer tout cela. Et encore une fois, jusqu'à présent, tout le monde respecte scrupuleusement les timings. Donc si tout va bien, dans quelques minutes, nous allons pouvoir dialoguer avec la salle. François David est très impatient sur ce point. Bien, merci beaucoup. Donc je vais traiter de l'aspect de la compétitivité internationale et des nouvelles hiérarchies, sujet qu'on m'a demandé de traiter. Donc je vais aborder 2 points, les hiérarchies dans le commerce international, l'impact de la crise, et puis 2 zones qui m'apparaissent devoir repartir plus vite que les autres, passer la crise. Alors, au niveau de la croissance, ça fait maintenant plus de 15 ans qu'il y a une divergence entre les taux de croissance des pays développés et des pays moins développés. Là, on voit les prévisions les plus récentes du Fonds monétaire international. Tout le monde prend un coup, mais les pays en émergence moins. Si on regarde les prévisions les plus récentes de la semaine dernière, l'anticipation de sortie de crise devrait guère être différente, en fait, avec un taux de croissance beaucoup plus fort des pays en émergence que des pays développés. Donc ça, c'est dans le contexte. Et voilà les prévisions de la Banque mondiale concernant le commerce international, avec une baisse de 2,1% en 2009. Dernière prévision, ça peut être un peu pire. Ça fait 30 ans qu'on n'avait pas eu de baisse du commerce international. Donc c'est une claque, mais avec une attente de reprise, avec des bonnes raisons d'anticiper une reprise. Peut-être pas sous 1 an, peut-être 18 mois, mais peu vraisemblablement, je dirais, une déconnexion. Alors au niveau export-import, on a 2 méga excédents, celui de l'Allemagne et celui de la Chine, on reviendra. 2 petits excédents, je dirais moyens, maintenant Japon et Pays-Bas. On a un gigantesque déficit qui est celui des États-Unis, un gros déficit avec l'Angleterre, et 2 déficits moyens, France et Espagne, qu'on ne voit pas ici, parce qu'elle est plus bas. Au niveau, vous voyez, exportation mondiale, on voit que c'est pas d'hier qu'on a une émergence des pays en développement, notamment des pays d'Asie. Et la crise ne devrait pas changer les fondamentaux. On ne va pas avoir de très grandes surprises, nous semble-t-il, en fin de crise. On voit là la montée de la Chine et des pays développés, le décrochage du Japon qui date maintenant de plus d'une quinzaine d'années, avec une focalisation sur quelques entreprises extrêmement compétitives, mais en faible nombre. Des Chine, on reviendra, c'est pas du tout les 2 mêmes acteurs sur le commerce international. La Chine est un petit acteur du commerce international, contrairement à l'Inde est un petit acteur, contrairement à la Chine, on reviendra dessus. Alors ici aussi, les acteurs, les grandes entreprises, il y a une montée depuis une quinzaine d'années des Européens. Là, on n'a qu'Eurozone, il n'y a pas l'Angleterre qui est dans la livre et la Suisse qui a sa propre monnaie. Aujourd'hui, on a à peu près un tiers des grands groupes des 500 qui sont en zone Europe au-delà de l'Eurozone. Les fameux BRICS sur lesquels on va revenir, qui représentent maintenant environ 15%. Je passe sur Japon, extrême concentration, moins d'entreprises mais extrêmement compétitives. Je ne parlerai pas de la Corée. Et décrochage au niveau des États-Unis. Là, je ne vais pas commenter ces tableaux en détail. Un point important, c'est que l'essentiel de la croissance de commerce international est venu de l'Europe d'une part et de la Chine d'autre part. Très forte croissance des excédents en Europe du Nord, puisque l'Allemagne à elle seule a un excédent supérieur à celui de la Chine. En 2008, ça va être à peu près le même niveau. Donc, Europe du Nord, sauf Angleterre. Très fort déficit en Europe du Sud, sauf en Italie. L'Europe est compliquée, c'est comme ça. Il y a toujours des exceptions. Alors ici, on voit les 2 principaux excédents mondiaux avant crise, celui de l'Allemagne et celui de la Chine. Cette année, 2008, la Chine devrait passer un peu devant l'Allemagne, mais on anticipe que l'Allemagne repasse devant la Chine malgré tout l'an prochain. On dira 2 mots en évoquant l'Allemagne, et le plongeon français. Le couple franco-allemand s'écarte de plus en plus et ça casse dans tous les domaines, y compris dans les structures industrielles. Ça n'est pas du tout une bonne nouvelle. La France terminera la 2008 à plus bas que 60 milliards de déficit, peut-être même plus proche de 65 milliards que de 60 milliards. On a des divergences de 240 milliards. Ça fait 1,5 million d'emplois qualifiés quand même. Donc ça, c'est un problème. On pourrait poser la question de cet éclatement au sein de l'Europe, qui n'est pas parti pour changer en sortie de crise. Une spécialisation internationale, ça se gagne pas comme ça d'un coup, et au niveau des produits et au niveau des zones. Ici, on voit la balance cumulée des États-Unis et de l'Allemagne, le plus grand déficit dans le monde et le plus gros excédent.
Donc on voit l'absence de convergence, s'il y avait besoin de le préciser. Alors, évolution récente, on voit très bien que les pays développés, excédentaires, Allemagne, Corée, Japon, États-Unis, ont plongé plus parce qu'ils sont plutôt sur des biens d'équipement et que ce qui a été arrêté en premier, ce sont les investissements. Un peu moins en Chine, Inde, Brésil au niveau des briques, parce qu'ils sont plutôt sur des matières premières ou des produits finis. Et là, la descente a été plus basse. Alors, la reprise, si on parle compétitivité, pour l'Europe ou les pays développés, ça ne peut venir que par l'innovation. À ce niveau-là, il faut savoir que depuis quelques années, on a un décrochage américain qui pose un problème de fond. Je passe sur la montée des pays émergents dans les brevets, dans les citations, etc. L'Europe a beaucoup moins décroché que les États-Unis face à l'arrivée des nouveaux. Et si je dis bien l'Europe et pas la France, je prends l'Europe dans son ensemble, parce qu'on voit ici en nombre d'ingénieurs, je prends les éléments qui font la compétitivité, par rapport à la Chine, l'Inde, les États-Unis, il faut raisonner ensemble de l'Europe pour peser quelque chose dans cet univers. Alors ici encore, pour rappeler, au niveau de la croissance des exportations de produits à haut niveau technologique, l'Europe mène encore le bal, pour ceux qui seraient euro-pessimistes. L'Europe a continué à croître ses parts de marché alors que les États-Unis ont décroché depuis maintenant une petite dizaine d'années. Il faut savoir qu'entre 2000 et 2008, les États-Unis ont perdu 40% de parts de marché de tous les produits high-tech. Donc ça précède la crise. Tous les secteurs, il n'y a plus un seul secteur high-tech américain qui soit excédentaire. Donc le problème sera beaucoup plus long à régler au niveau américain qu'il ne sera au niveau européen. Alors au niveau Europe, avant de voir Brie, alors voilà, je ne partage pas les visions de ce qu'est la compétitivité vue par le World Economic Forum qui met trop l'accent sur certains points, mais enfin quand même, dans sa dernière édition, on voit 6 pays placés dans les 8 premiers plus compétitifs dans le monde, et les États-Unis, en appliquant leurs propres critères, puisque c'était juste avant la crise, aujourd'hui ils seraient en 20e position, puisqu'on n'a plus les mêmes éléments. Donc l'Europe, voilà, pays les plus innovants, analyse MIT CEE, 2004-2007, aujourd'hui la référence mondiale c'est le nord de l'Europe, où on constate plus qu'un renouveau que je ne détaillerai pas là, plutôt en discussion. Sachant que l'Allemagne et les pays du nord de l'Europe sont déjà en avance sur les objectifs de Lisbonne. Vous voyez. La moyenne européenne ne recouvre rien du tout. C'est-à-dire que l'Allemagne toute seule compense tous les déficits de tous les pays en déficit en Europe. Et les pays du nord de l'Europe complètent cet excédent qui compense les déficits. Donc on a une situation... Ça ne veut pas dire que les pays du Sud ne jouent pas un rôle intéressant. Mais enfin, si je me contente du commerce international, voilà où on est. Un des gros problèmes des pays européens, notamment la France, c'est qu'aucun des 25 produits les plus vendus en France n'a été fait en France, mais aucun n'a été conçu en France. Sachez que dans la génération précédente, on en faisait 40%, et la génération d'avant, on en faisait 60%. Donc si vos gamins ont des DS, des Wii, tout ça, des BlackBerry, tout ce que vous voulez, rien de tout ça n'est fait chez nous. Le gros problème, c'est l'incapacité à répondre aux besoins des gens qui représentent 70% de la demande dans un pays développé. Alors, l'Europe reste très ouverte à l'innovation. Par exemple, la France est souvent le deuxième pays qui consomme le plus par tête d'habitant tous ces produits high-tech. Très, très demandeur de tous ces produits, mais on ne les conçoit pas et on ne les fabrique pas. Atout de l'Europe, elle a des connexions mondiales extrêmement intéressantes qui sont clés pour le commerce international. Angleterre, Irlande, avec les États-Unis, Espagne, Portugal, Amérique du Sud, je ne vais pas détailler tout le monde. Elle reste au cœur du commerce international, quoi qu'on en dise. Le Pacifique n'est pas le cœur du commerce international. Il ne l'a jamais été. Il a représenté certains gros volumes. C'est pas lui qui anime le commerce international. Au niveau télécom, je passe, c'est une zone qui a la densité qu'on trouve ailleurs. Et là, c'est un rapport récent. C'est à Silicon Valley, sur le fait que Silicon Valley a des alter-ego maintenant en Europe et en Asie, et qu'il y a une demi-douzaine aujourd'hui de pôles de même capacité, bientôt une douzaine. C'est pas moi qui le dis, ce sont les Américains. Alors, l'Europe du Nord, quand même quelques chiffres. L'Europe du Nord, l'Allemagne dépose plus de brevets, 1,5 fois plus de brevets que tous les autres pays européens réunis, quand même, pour rappeler. Tous les brevets français, c'est un quart des brevets déposés en Allemagne. Donc l'Allemagne domine de la tête et des épaules l'ensemble. Alors voilà, l'Allemagne est la référence mondiale aujourd'hui de la compétitivité puisqu'ils ont su améliorer leur niveau scientifique en même temps que les applications. Donc l'excellence scientifique et académique n'est pas contradictoire avec le fait d'entraîner l'activité économique. Ils en ont fait la démonstration. Alors juste quelques chiffres. Juste avant la crise fin 2008 où le commerce international sature, c'est pour ça qu'ils repartiront. Ils ne vendent pas seulement des machines aux Chinois. L'Allemagne est passée de 16% du marché mondial en 2000 à 19,5% en 2006. Elle a plus de 20% en 2008, pour donner une idée. En Europe, elle est passée de 37% à 41%, elle est à 45% aujourd'hui. Notre déficit avec l'Allemagne est bien plus gros que notre déficit avec la Chine.
Et notre déficit avec la Belgique est bien plus gros que notre déficit avec le Japon. Et un défi de taille important. Je vous demanderai une rapide conclusion, Monsieur Gigé, s'il vous plaît. Et donc, voilà. Ceci dit, l'Europe reste une référence dans les possibilités de concevoir les nouveaux produits. Mondialement, on estime qu'elle devrait reprendre l'avantage avec l'arrivée de nouveaux produits à fort contenu intellectuel, esthétique, etc. Je passe sur tous les lieux de conception en Europe. Mais sachez qu'aux États-Unis, l'Europe est plutôt une référence. Motorola pense que Nokia a fait mieux, Daimler-Benz fait mieux que General Motors. Je n'ai pas besoin de vous faire un discours, on peut balayer secteur par secteur. L'Europe est plutôt une référence. Dernier point sur les fameux BRICS. Petite info quand même, BRICS en 2002, quand les Américains nous ont proposé le concept, il y avait l'Afrique du Sud. Ça veut pas dire, c'est pas le pluriel, ça veut dire South Africa. Elle a disparu au cours de route parce que elle n'a pas réussi à suivre. Et BRICS élargissent, réintègrent l'Afrique du Sud et d'autres pays. Alors juste, arrivée des BRICS, il y a des petits BRICS qui montent aussi, mais je vais pas passer sur eux. L'essentiel de la croissance du commerce international l'année prochaine et dans les années à venir devrait venir de ces pays. Russie, Inde, Chine, Brésil. On a déjà parlé beaucoup de la Chine, de l'Inde et de la Russie. Moi, je ferai un tout petit zoom sur le Brésil. Alors ça, c'est que ces gens-là, on l'a tout d'arriver avec quand même 2000 milliards de réserves, un bon taux d'épargne, des bonnes réserves naturelles. On n'est pas dans une situation dramatique. On envisage encore aujourd'hui, avec les pires chiffres, que la croissance reste positive sur les 4 avec une petite réserve sur la Russie. Je vous propose peut-être de poursuivre la conversation tout à l'heure avec la salle qui aura très probablement quelques questions à vous poser sur ce point.